Je vais à la recherche des humains. Matia amenyewo bakwaze Matia amenyewo. Un vieux paysan chez lui élevait 3 animaux, tous très heureux comme savent l'être des bêtes inoffensives car domestiquées et apprivoisées. Le chat. Un gros chat noir au pelage doux soyeux savourait à longueur de journée le faux sommeil caractéristique de l'estresse. Le cabri. Petit cabri frais et dispo, toujours agité, gambadait de gauche à droite à travers le village, croquant ainsi un drapeau d'insouciance sur la vie. Et le bélier. Grand bélier dodu à la crinière touffue, sous la couronne de 2 cornes savamment recourbées qui ajoutaient à la prestance de la bête la quiétude majestueuse des suffisances insolentes, était maître après le maître. Rarement dehors, Grand Bélier passait le terre de sa vie entre les 4 palissades de son maître. Et là, couché sous un mur de la concession, il ruminait inlassablement quelles idées, je ne sais. Pardon? Hein? Éviter les problèmes des autres. Merci madame. Éviter les problèmes des autres, se répétait-il inlassablement. Ne venez pas me créer des problèmes, Et le petit cabri, lui, menaçait le chant du coq, taquinait le papillon, criait sur la brise, courait sans but, sautait sans obstacle, riait sans raison, simplement heureux. Le village tout entier n'avait pas de secret pour les petits yeux et les petits sabots de petits camarades. Et de cette désinvolture flagrante, personne ne s'en inquiétait là. Hein? Le chat, vous étiez là. Merci. Le chat, lui, s'en inquiéta et vivement auprès de Grand Bélier qui éclata de lui. Bruyamment. Le petit là n'a pas pris mon coup. Hein. Et puis, un autre ventre ne se constitue pas à la place d'un autre. Et ce petit capri-là, ce qu'il fait dehors, ça ne me regarde pas. Ce que le petit capri fait dehors, ça ne me regarde pas. Oubliant si malheureusement que quand des boutons, même de très petits boutons, commencent à te pousser au bout des doigts, mon frère, ma soeur, commence-toi aussi à redouter la garde. C'est vrai que je vous ai promis l'histoire de Yévi-Goloto l'araignée aussi, mais patientez. Hein? Moi, je ne suis pas comme ces professionnels de fausses promesses et qui promettent, mais ne réalisent jamais. Quand je dis j'acte. Hein? En fait, Yévi-Goloto l'araignée était il y a longtemps, très très longtemps, l'être le plus humble, c'est-à-dire le plus honnête, le plus froid, le plus laborieux, le plus généreux de la terre. Et il était si tout cela, comme il n'était pas permis de l'être,
jusqu'à ce jour-là que le drame avait frappé le pays. C'était un incendie. Un incendie brutal et invisible avait détruit toute végétation. Tout avait brûlé, même la terre. Ne me traitez pas de menteur. Est-ce que je viens de dire un mensonge? Une terre brûlée. Pour des peuples exclusivement agricoles, vous avez raison. Une terre brûlée pour des peuples exclusivement agricoles. Mais c'était plus que le tuer, non? Et c'était ainsi que Yévi Goloto l'a régné. Le très humble, le bon, le franc, le laborieux, le généreux devint faux, cupide, menteur, paresseux, égoïste et avare. Si avare qu'il n'aimait guère partager, pas même avec sa famille, sa femme et leurs 2 enfants. Et la femme mourut un matin sous un vilain coup de la faim. Une famine que la mondialisation d'un égoïsme exacerbé, très en vogue, en cette époque-là, essaimait insidieusement parmi les peuples. Nous avions laissé Petit Cabri dans le village vieux paysan. Il allait venir gambader. Un après-midi, que la chaleur pesante étouffait tout le monde et imposait à chacun le repos, Petit Cabri, dans sa randonnée tumultueuse, sauta sur un étalage de peau de terre cuite d'une bonne villageoise. Il renversa l'étal et brisa du coup des douzaines de fous. La revendeuse ulcérée qui se rongeait les ongles pour n'avoir rien vendu de toute la journée sauta vivement sur l'occasion. Vociféra des injures. À vous, Cabrion, Mounié, Minami, proféra des menaces, lança des badauds à la poursuite de Petit Cabri qui jeta son bagage à terre. D'autres diront qu'il prit ses pattes à son cou, rentra vivement et alla se cacher sous le lit de son maître. Le vieux paysan, après avoir dédommagé la bonne femme, enferma dans son enclos Petit Cabri pour quelques jours. Le chat, oui, encore lui, il s'en inquiéta, exprimant à grand Bélier la grande inquiétude qu'il avait pour lui, grand Bélier, par rapport aux agitations du Petit Cabri. C'en était de trop du petit grain provocateur. Grand Bélier explosa. Le petit là n'a pas pris mon coup. Qu'il en cache un, ce doit bien être le sien. Ne vois-tu pas celui que le maître a enfermé? Le fautif, et non moi. Je ne comprends pas que tu t'acharnes à t'inquiéter pour moi et non pour lui. D'ailleurs, ce que Petit Cabri fait dehors, ça... Ne me regarde pas. Ce n'est pas assez fort. Ce que Petit Cabri fait dehors, ça... Ne me regarde pas. Oublions si malheureusement que c'est le mauvais pied qui entache toujours le bon. Madia mania weba kwase. Madia amenye wo. Le village de Yévi Goloto était en feu. La mort de sa femme avait soulevé un grand tollé. Même les dieux en étaient énervés et menacèrent d'une catastrophe plus rude que la première. Yévi Goloto, alors bien homme de son temps, cupide, décepteur, amoral, demanda à ses fils d'aller cultiver leur propre champ, car le ciel suffirait à lui et à lui tout seul. Et les enfants avaient travaillé, ils avaient emblavé un champ très vaste, presque sans limite. Et j'ai dit presque. J'ai dit presque. Presque. Ça me rappelle l'histoire du coq et du chien.
Ils avaient grandi ensemble. C'étaient de grands amis. Des amis presque inséparables. Mais ils furent séparés par la seule chose au monde qui, selon les anciens, sépare les inséparables. Qu'est-ce que c'est? L'argent. Eux séparent les cupides et les légers. La femme. La femme. La femme. Le coq et le chien avaient atteint l'âge de se marier. Ils décidaient tous deux d'aller demander la main de la même fille. La belle Asiamafli, la plus belle de toute la région. Le jour venu, ils avaient mis leurs plus beaux habits. Jalousie vermeille à la sincérité simulée. Des chaussures aux rayures fines, ruses en vogue, dans du mocassin à moralité promulguée. Le coq, lui, avait jeté sur ses épaules son grand lopeau qualité, cœur cynique, au sourire sournois. Au pied, une paire de souliers royaux. Égotisme acéré. Et au cou, dans la gorge, une cravate, faux papillon, nœud, intimité vulgarisée. Et ils étaient beaux. Beaux, très beaux. Et chemin faisant, ils se disaient que le meilleur gagne. Seulement le meilleur. Vive l'excellence! La belle famille leur réserva un accueil grandiose. On leur servit un grand plat de salade à la céréale, marié au lait de soja. Pour s'empêcher de se jeter sur les grains, le coq se mit à chanter ses plus beaux chants. Et c'est en plein milieu d'un de ces cocoricots séducteurs que le chien prit une poignée de grains qu'il jeta dans la cour. Le coq s'envola, vola au secours des grains qui atterrirent avant lui et ses papillères par terre. Le coq se jeta sur les grains qu'il picoura. 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 Après avoir fini de picorer, le coq revient à table, son beau costume, plein de sable et de poussière. La belle Asiamafli, énervée, quitta la table. Les deux amis retournèrent au village sans se parler en chemin. Mais le lendemain, ils revinrent comme l'exigeait la tradition. Et cette fois, on leur servit un grand plat de ragoût de viande garni de lamelles de patates douces. Pour s'empêcher de se jeter sur le plat, le chien se mit à raconter certains de ses hauts faits, tandis que le coq, tout en mangeant, souriait du coin de son bec. Et c'est suite à un fait d'armes inouï du chien que le coq prit un os qu'il lança. Aussitôt le chien bondit, attrapa l'os en l'air, mais tomba dans une flaque d'eau qu'une pluie impudente avait créée quelques minutes plus tôt. Il revint à table, son costume dégoulinant de boue et d'eau sale. La belle Asiamafli se fâcha et les renvoya à coups de bâton et d'injures. Comme quoi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers complices, à trop se pencher en avant pour regarder le dessous de son prochain, on expose son derrière.
Et comme disent les anciens, le crachet ne fait pas perdre le pas à la parole. Alors, en bon français, revenons à nos moutons. Les fils de Yévi Goloté avaient emblavé un grand champ, tandis que leur père ne fut qu'un tout petit, d'ailleurs, très mal entretenu. Donc, il passait le clair de son temps dévisé sous le grand arbre Apala. À la fin de la saison, les fils de l'araignée avaient la meilleure et la plus importante récolte de toute la région. Leur père, mieux qu'une demi-mesure, c'est-à-dire en unité agro-paysanne de consommation courante, moins d'une pleine lune de Akoumé, la pâte de la farine de maïs qui accompagne si bien la sauce gombo. Akoumé Zokolé, il y a cassé le toraoua. Quand mais toi, si Akoumé Zokolé, vous petit déjà. Bibi la casse, Akoumé Zokolé, vous petit déjà. Bibi la casse, Bibina, 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 encore, bibina, 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 encore, bibina, 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 encore, bibina, casse. Bon. Maintenant, retournons chez le vieux avec le boucle petit creux. Les jours passèrent. S'en allait. Puis arriva un jour où le soleil très tôt levé et paré de tous ses éclats irradiait la vie de son éternel sourire d'espérance. Grand jour en effet que ce jour de la sortie solennelle de la prêtresse des divinités. Elle devait dans une procession visiter tout le village afin d'y invoquer les bénédictions divines de l'année. Enivré par cette gaieté muette du jour, petit cabri courait, sautait, gambadait, bêlait, se faufilait parmi la foule. Personne ne sentait cette exubérance animale. Ne démontrait pas aux humains la disponibilité heureuse des dieux vis-à-vis de leurs diverses attentes. Et petit cabri, tantôt devant, tantôt derrière, gambadait, bêlait, sautait. Mais le chat, oui, encore lui. Bon, entre nous. Et depuis quand les chats sont-ils devenus si bavards? Eux dont le langage depuis toujours se résume à un seul verbe, conjugable à une seule forme, à toutes les personnes, tous les temps, tous les mots. Première personne du présent à l'indicatif. Miaou. Première personne du pluriel, imparfait du subjonctif. Miaou. Aidez-moi. Personne, temps, mot. Miaou. Même à l'infinitif. Vous avez dit miaou. Mais le chat, lui, s'en inquiétait encore. Il a la voix grand bélier qui, sans ménagement, lui cracha au visage. Bien. Ce qui se fait dehors, ça ne me regarde pas. Oubliant si malheureusement que quand la bouche cherche querelle, c'est le nez qui encaisse le. Madia mania ouais va croiser. Une fois encore, la vie devenait catastrophique dans le village de Yévi Goloté l'araignée. Le ciel avait déversé sur la terre des brasiers invisibles qui détruisaient tout, la végétation, les cours d'eau, les animaux mouraient. La vie devenait de plus en plus pénible, même aux humains. Donc, Yévi Goloté, lui, il avait vite fait il a fait son maigre grenier. Vous vous rappelez qu'il avait juste, en unité paysanne, hein, juste une demi-lune. Il a vite fait de la paix son grenier et maintenant,
il joue sur ses relations. Il se faisait inviter ou s'invitait carrément. Mais comme la sécheresse durait et ravageait tout, les greniers se vidaient. Les gens commençaient à l'éviter. Ils changeaient les heures de repas, s'enfermaient parfois. D'aucuns allaient le prendre sous le lit. Et il vit que l'araignée allait mourir. Lui, le grand éveillé, la malice personnifiée, il allait mourir de faim. Qu'irait-il dire aux ancêtres quand là-bas il les aurait rejoints? Nous avions laissé le petit cabri avec la foule. Petit cabri tantôt devant, tantôt derrière, allait, venait, bêlait, culbutait, puis sans savoir comment, il se retrouva sous les pieds dans les pas de la prêtresse qui trébucha et se reçut de tout son long corps au sol, le visage dans le sang. Profanation. Profanation, catastrophe. Une fois à terre, la prêtresse perdit l'usage de tous ses membres et la voix. Il faudrait d'urgence des cérémonies purificatives et expiatoires pour calmer la colère des dieux et préserver les humains de leur vengeance. Le chat vola, tellement ce fut rapide. Rapporter le grave et très dangereux accident à Grand-Melier. Ce dernier blatira de rage. Ça fait des lunes que je n'ai pas quitté cette cour. Et puis, je ne me suis mêlé à rien, ni au dehors, ni au dedans. Ce qui se passe dehors, ça ne le regarde pas. Oubliant si malheureusement que la natte a beau dire qu'elle n'est pas concernée, que rien ne la concerne, mais le jour du décès, elle est la première sollicitée. J'ai vu Goloté l'araignée allait mourir de faim. Alors il se mit à réfléchir. Réfléchissant. Il s'écria soudain. L'excellence. Je vais mourir. Je dois mourir. Et vite, très vite. Les enfants, venez mes fils. Soyez courageux, mes bons fils bien-aimés. J'ai réussi à convaincre les ancêtres et mon Dieu de la nécessité urgente de mon propre sacrifice afin de vous sauver la vie. Chut, pas de questions, pas de gémissement. Seulement, faites exactement ce que je vous dirai et mon sacrifice suprême ne sera pas vain. Je vais mourir bientôt. Continuez à aimer le travail comme je vous l'ai toujours appris. À ma mort, enterrez-moi immédiatement et au centre des terres de nos ancêtres. Au centre, hein? Pas ailleurs. De l'au-delà, nous verrons les ancêtres, les dieux et moi-même sur vous. Adieu. Adieu. Et il vit Goloté l'araignée ce jour-là et mourut. Il fut enterré comme convenu
juste à son dernier souffle, dans une tombe ouverte comme l'exige la tradition et au centre des terres des ancêtres. Et chez le vieux paysan, Petit Cabri était attaché après avoir fait renverser la prêtresse. Elle était attachée dans la forêt sacrée à un arbre, tandis que les sages réunis autour de Pédiga, le gardien du couvent, consultaient l'oracle. Le porte-parole des dieux emprunta la bouche d'une villageoise qu'il chevauchait. Les cérémonies devraient avoir lieu la première nuit sans lune dans la forêt sacrée de Houvemé. Le lendemain matin, au premier chant du premier coq, le sang tout chaud d'un bélier blanc, tout blanc, vraiment blanc, devrait laver la terre profanée de toutes ses souillures. Le chat faillit mourir d'inquiétude. C'est presque agonisant qu'il parvint au grand bélier qui, pour les besoins de notre histoire, portait en ces temps-là un pelage blanc, tout blanc, vraiment blanc. Sans lui laisser le temps d'ouvrir la bouche, grand bélier lui asséna un magistral coup de sabot. Ce qui se passe dehors, ça ne me regarde pas. Oubliant si malheureusement que quand les enfants se gavent de haricots au champ, ce sont les parents qui se constipent à la maison. Et emporté par sa colère, grand bélier se lança à la poursuite du chat, les yeux bien rouges et de bien mauvaises intentions, oubliant si malheureusement que quand la fourmi se fait pousser des ailes, c'est qu'elle va bientôt se brûler avec. Quelque temps après la mise en terre de Yévi Goloté l'araignée, un phénomène bizarre et grave commença à se produire. Le colossal grenier des fils de Yévi Goloté se vidait. Il se vidait dangereusement au rythme de chaque nouveau soleil. Les fils organisèrent des surveillances enfants. Ils creusèrent le dessous du grenier pour voir si un mécanisme curieux n'aspirait leurs provisions dans la terre. Rien. Alors le plus jeune des deux garçons, habile sculpteur, tailla dans un tronc d'arbre un homme qu'il recouvrit d'une épaisse couche de bourgeon qu'il planta à côté de la tombe de leur père. J'avais oublié de vous signaler que le fameux centre des terres des ancêtres de Yévi Goloté l'araignée se trouva être à quelques pas seulement du grenier de ses fils. Et le soir même, Yévi Goloté l'araignée sortit de sa tombe comme il en avait pris l'habitude depuis sa fameuse mort brutale. Il sortit et se trouva nez à nez avec le bois taillé qui, avec la complicité de l'obscurité, avait une allure humaine, vivante, vraiment menaçante. Yévi Goloté l'araignée trébucha, se reprit 2 fois et osa. « Hé là, qui es-tu? Que fais-tu là? D'où viens-tu? Comment t'appelles-tu » ? Je te tiens aujourd'hui. C'est toi. C'est toi qui voles la moisson des durs labeurs de mes pauvres enfants. Parce que je les ai malheureusement abandonnés. Tu les prends sans protection, sans défense, sans père. Hein? Alors dis-moi, qui es-tu? Hein? Bon. Il arrive souvent aux gens de commettre en un moment de petite faiblesse une bêtise. Je te pardonne celle-ci. Plus jamais que tes sales pieds te portent vers la grage des miens.
des dames. Joe, il n'a pas de temps. En plus, tu es têtu. Tu vas recevoir ma main gauche là. Va-t'en! Va-t'en! Je vois. Tu es un tantinet audacieux. Retenir ma main gauche. Ça en est fait pour toi. Je suis un mort. Tu me lâches tout de suite ma main gauche ou tu reçois la main droite d'un fantôme sur ta joue gauche de ça pour le... Voilà. Toi, tu veux mourir. Tu crois que je suis vraiment mort? Je ne suis pas mort, hein. Je suis bien vivant. Et c'est ce qui va te perdre. Mon pied gauche est plus qu'une dynamite. Tu me lâches tout de suite mes deux mains ou je te mets un petit morceau calciné par deux coups de pied gauche. Et le pied gauche de Yévi est parti et rejoignit les deux bras. Et il commençait à avoir peur. Il avait faim et le jour aussi approchait. Monsieur, je tue vous. S'il vous plaît, libérez. Tiens, lâchez. J'ai le cœur très très léger. Je ne peux pas supporter un meurtre. Je n'ai jamais tué. S'il te plaît. Et le pied droit de Yévi est parti avec la rage du désespoir et rejoignit ses membres suspendus au contact. Madia Mania voisin. Madia Mania voisin. Qui pouvait s'opposer aux dieux et rejeter leur dictat? Notre vieux paysan s'exécuta rapidement. Le comte avait déclaré Pédiga. Enfin, la lune mourut un matin, silencieusement, mais presque brutalement, car sans préavis. Et le soir du décès célèbre, débutèrent les cérémonies. Tout allait bien. Quand le lendemain, presque à quelques petits pas temporels du premier chant, du premier coq, l'oracle, contre toute attente, déclara le bélier proposé impropre au rituel. En effet, l'animal avait réussi à cacher sous le lobe de son oreille gauche une petite tache noire. Animal à remplacer. Dans cette nuit, pris au dépourvu, le vieux paysan, le cœur serré, fit attraper Grand Bélier. Pédiga lui mit aussitôt la corde au cou. Grand Bélier ne comprenait rien de ce qui lui arrivait. Il savait que là où on l'emmenait, quelqu'un comme lui n'en revenait jamais comme parti. Et pourtant, il avait vécu toute sa vie à éviter ces problèmes, les problèmes des autres. Pour la première fois, Grand Bélier jeta un regard attentif sur tout ce qui l'entourait, sur ceux qui l'encerclaient. Déjà, Pédiga lui enfonça un touffe d'herbe dans la bouche, son dernier repas. De force lui fit avaler une gorgée d'eau, la dernière. Le victimaire consacré se saisit du couteau sacré, déclamait des incantations, invoquait les dieux, coupa la corde, livrant ainsi l'animal et son sort aux mains des esprits du village. Il la saisit par la corde, lui souleva la tête, mettant ainsi bien à nu le cou de la bête. Alors retentit le chant rituel
Tandis que d'un coup brutal et précis, le fer tranchant et pointu sans se soigner au pantin. Le lendemain matin, ses fils vinrent au village et au champ et ils virent leur père se balancer au gré d'un vent léger qui soufflait ce matin-là. Les jeunes gens ne comprenaient pas que leur père mort et enterré sous leurs yeux put ainsi s'afficher au grand jour. Les fantômes ne sortent que la nuit, non? Pris de peur, les enfants s'apprêtaient à fuir quand Yévi Golotoé, que la douleur taraudait, s'écria soudain: hé là! On n'a même plus le courage de venir à la rescousse d'un vieux père qui s'est si vaillamment battu pour arrêter le voleur de vos provisions. Les enfants avaient reconnu la voix de leur père. Ils revinrent sur leurs pas. Déterrèrent le pantin au bout duquel Yévi Goloto l'araignée se balançait en gémissant. Akpemiakou, aïe Golotome. Aïe Golotome, Akpemiakou, aïe Golotome. Sur le chemin de retour au village, les villageois qui le matin allaient au champ, les femmes qui toujours matinales revenaient du marigot croisèrent le cortège. Et tout le village savait là que Yévi Goloto l'araignée n'était pas mort avant de se faire enterrer. Aïe Goloto, mais Akpemiakou, Akpemiakou, Akpemiakou. Merci. Grand Bélier gémissait. Son sang coulait, avait arrosé le sol, pénétré la terre, arracha des poitrines le cri de délivrance de tout un peuple enfin libéré. Lui, Grand Bélier tout-puissant, qui ne s'occupait ni du malheur, ni du bonheur des autres. Des grondements secs secouaient le ciel, tandis que des éclairs survoltés et avides zébraient en danse énervée la voûte subitement obscure d'un ciel brutalement perforé qui laissait échapper en grains liquides sa joie ou sa douleur. Il pleuvait. Pédiga, satisfait du message métaphorique, sourit, esquissa quelques pas de danse et alla couper la corde au cou de petit cabri qui rentra en gambada dans son alcôve, tout inconscient. Dans une éclaircie pathétique de la nuit noire, un oiseau noir prit son envol en portant sur ses ailes l'esprit de la maudite phrase. Ça, c'est mou. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Et du bout de sa queue duveteuse se détachait le fil invisible des nœuds incassables qui rattachaient indistinctement les humains aux humains, les humains à la nature. Madia menyewe bakwaze, madia menyewo, madia menyewo bakwaze, madia menyewo. Yévi Goloto l'araignée allait mourir de honte. Et c'est là que les anciens disaient que c'était bon signe. Car la honte ne tue que les consciences vivantes. Et déjà sa conscience meurtrie dans sa virginité crispée se lamentait douloureusement. Alors Yévi Goloto l'araignée décida un voyage pour une reconquête intérieure. Il parvint alors à l'auriculum. Les deux mains se lavent l'une l'autre.
vivaient deux grandes familles. La première autochtone des lieux vivait de la chasse, de la pêche, de l'élevage et de la terre. Ils produisaient tout. Tous les fruits, tous les tubercules, viande, poisson, tout. Et ils mangeaient tout cru comme de vrais sauvages. Mais ils étaient heureux, très très heureux dans cette ignorance primaire. La seconde famille, devenue très très puissante, était arrivée au village un soir après une pluie violente. Le ciel n'en pouvant plus sous le poids de ces gros nuages noirs s'ouvrit. Une pluie a troué la terre, s'abattit sur le village. Soulevèrent des tonnes d'eau qui rejetèrent sur la berge des débris de bois, de barques, de petits animaux et des hommes inanimés dont certains ne sont plus jamais devenus à la mer. C'étaient des étrangers. Le village de Alodéclan, avec son hospitalité légendaire, vola au secours des survivants, les soigna, les hébergea, leur fit à manger. On leur servit de grands repas d'igname cru, de viande crue, de poisson cru. Les étrangers n'en pouvaient avaler la toute petite bouchée. Ils n'avaient jamais mangé d'aliments crus. Ils vomirent jusqu'au viscère. Leur chef, maître dans l'art de produire le feu et de l'utiliser, se prénommait Podo, le ventre. Avec ses frères, ils s'installèrent dans le village de Alodéclan et apprirent aux autochtones à manger des aliments préparés, cuits. Les frères de Abo, le bras pris au goût des aliments cuits, doublèrent, triplèrent, quadruplèrent les surfaces cultivées afin de ravitailler régulièrement les ateliers de cuisson. Les deux peuples avaient commencé à vivre dans l'entente équitable et la joie, leur bonheur. Chacune des deux familles en avait pour son compte. Les frères de Abo, le bras, ne cultivaient que pour ravitailler les ateliers de cuisson. Et les ateliers de cuisson fournissaient tout le village de Alodéclan en aliments cuits. Plus de crudité sauvage, plus de crudité sauvage. Mais quelques temps plus tard, Podo le ventre, voyant l'importance de plus en plus croissante de l'emprise des aliments cuits sur la population rurale de Alodéclan, Podo le ventre, seul dans son camp retranché, décréta des prix à toutes ces cuissons. Le fou du village a marché sur la braise ardente. Il la regarde, sourit et lui dit: toi, tu n'en as pour rien. Au sortir de sa surprise, Abo le bras reconnut néanmoins la logique de l'acte de Podo le ventre. Il réussit à convaincre les siens qui continuèrent à approvisionner les ateliers de Podo et à lui payer les cuissons aux divers prix imposés par lui. En mettant au dos, on me dit, les osons et Dieu sont là. Et Chopo a gardé. Baba n'a pas les bédélos. Si tu fais de ton fils une hache à double tranchant, gare à ton tibia.
à bord le bras, décidèrent et fixèrent des prix à tous les produits dont ils approvisionnaient les ateliers de puissance. Vous savez, moyen. Vous croyez que c'est fini? Pour le vent continuait abondamment de tout furieux. Les cheveux sur la tête dressés comme un cochon prêt à charger, les yeux hors des orbites, sa personne en bout, les pèses à exploser. Vous devenez fou ou quoi? Ah, depois émission à Fosoto, à Fodome. Amérique comme les miens comme les filles qui les sont abordées dans le quoi? Me reprocher? Quoi? Qui? Vous? Hein? Vous osez, vous, fixer des prix à vos produits sans me consulter? Savez-vous ce que coûte la maîtrise de l'art de faire le feu? Le génie divin de son usage à volonté, comme je le fais moi, hein? Auquel je dois acheter vos produits. Les petits sous que je vous prends ne me suffisent pas à couvrir les frais et les charges. Je me sacrifie donc uniquement pour vous. Vendre au juste prix. Vendre au juste prix. Pour le juste prix en question, vous n'êtes pas mieux placé que moi pour le savoir fixer. À bas le bras, ne sommes-nous pas du même village des frères, hein? Alors, j'accepte de vous étudier scientifiquement les prix auxquels je dois désormais acheter vos produits. Dans le cas contraire, trouverez-vous un autre acquéreur. Ma patience a des limites. Pour le ventre. Pour l'objet, pour aider et sauver un petit peu. Et puis, les que au bémia, c'est vrai. Seuls mes frères et moi savons conduire le feu et l'entretenir. Avoir le bras. Tes frères et toi n'avaient besoin que du strict minimum pour vivre. Hein? Quant à où aller, des prétentieux comme vous, au diable, pour le ventre, suit abondamment, rentra précipitamment et ferma sa porte. Ah ouais, adieu, sommeil. Kuba joe sobia olo, ao mado bajo sobia oya, mado bajo sobia olo. À bord le bras et ses frères, après de longues et profondes réflexions, prirent la grave et douloureuse décision de retourner à la crudité. L'application en était pénible, voire mortifère. Beaucoup en étaient tombés malades. Beaucoup en avaient péri. Mais peu à peu, le goût de la crudité leur revint à la papille et à la santé. Ils étaient devenus
sauvage, mais libre, digne et fier. Pendant que les ateliers de cuisson de peau de le ventre tournèrent au ralenti, puis s'arrêtèrent définitivement. Et les sauvages de Aloneclo, enfin libérés, travaillaient, mangeaient de la crudité, mais joyeusement au travail, ils chantaient leur nouvelle devise. Autant nous ne sommes pas fiers de notre pauvreté, autant nous n'en avons pas honte. Heureusement que ce soir encore, ils sont au travail et ils chantent. Vous les entendez? Non. Vous ne les entendez pas? Ils chantent, et quand ils chantent, c'est qu'ils sont au travail. Autant on n'est pas fier de notre pauvreté, autant on n'en a pas. Non, dites. Vous ne les entendez pas? Moi, je les entends. Moi aussi. Un peu. Bon, tenez-moi la main. Autant on n'est pas fier de notre pauvreté, autant on n'en a pas. Si vous reprenez le refrain là, alors, vous allez les entendre. Autant on n'est pas fier de notre pauvreté, autant on n'en a pas. Autant on n'est pas fier de notre pauvreté, un peu d'humilité, autant on n'en a pas. Beaucoup de cas, autant on n'en a pas. Autant on n'en a pas. Vous laissez là. On me laisse même, il est là. Ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas que vous les entendez là. Autant on n'est pas fier de notre pauvreté, autant on n'en a pas. Voilà. Autant on n'est pas fier de notre pauvreté, autant on n'en a pas. Beaucoup d'humilité, autant on n'en a pas. Partageons un peu seulement. Autant on n'en a pas. Ouvrons nos cœurs. Autant on n'en a pas. Un moins d'égoïsme. Autant on n'en a pas. Autant on n'est pas fier de notre pauvreté. On n'en a pas.